Ici Gianna, coach neurosciences en entreprise, conférencière et auteure. Bienvenue à Entrevue Inspiration. Comme vous savez, je fais des entrevues inspirantes avec des femmes qui ont eu un parcours particulier et je les dépose sur ma chaîne YouTube pour vous, pour les regarder, et je vous invite fortement à vous y abonner si vous voulez vraiment recevoir les vidéos en primeur. Aujourd'hui, j'ai le privilège de faire une entrevue avec une grande dame, avec une journaliste, analyste politique. Elle a été députée de la circonscription de l'Acadie en 2007, par la suite ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Elle a écrit son livre et on peut lire aussi ses chroniques dans les journaux, dans la presse ou le Devoir. Son livre s'intitule, et si je vous le dis maintenant, vous allez savoir avec qui je fais l'entrevue, son livre s'intitule Ici, Christine Saint-Pierre. Alors oui, je m'en vais faire une entrevue avec Christine Saint-Pierre. Christine, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. C'est vraiment un privilège pour moi. Ça me fait grand plaisir. Merci. Premièrement, avant de commencer, je voulais vous dire que je ne poserai pas des questions liées à la politique pour la simple et unique raison je n'ai pas assez de compétences et de connaissances dans ce domaine, mais je m'intéresse vraiment à la femme en arrière du métier. Oui. C'est ça le but de l'entrevue. Et je sais qu'on a toutes et tous des histoires, et ce sont les histoires qui nous forgent, qui fait de nous qui nous sommes aujourd'hui. Mais moi, je m'intéresse tout d'abord à la petite fille, à la petite Christine depuis son jeune âge. Donc, comment le contexte qui a fait en sorte qu'on devienne la personne qu'on devient plus tard. Alors, ton enfance, les parents avec qui tu as grandi, ton adolescence, ta vie jeune adulte jusqu'à l'université, j'imagine, jusqu'à les études, avant même d'aborder le métier. Alors, comment ça a été tout ça? Je suis née tout d'abord dans les années 50 dans le Québec rural et je suis née sur une ferme. Mon père était aviculteur, donc il élevait des volailles et le mot aviculteur vient du mot volaille. Et on était une famille de 5 enfants, 5 filles. Et j'ai étudié, évidemment, ce qu'on appelle l'école de rang à l'époque. C'est une école, c'était de toutes petites écoles qui avait une seule classe et on avait de la première à la 7e année dans la même classe. Oui, c'était la même institutrice qui faisait l'école de la première à la 7e année. Il y avait la 7e année à cette époque-là. Et on était dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, quand je dis milieu rural, c'est le Bas-Saint-Laurent, Saint-Roch-des-Aunais. C'est dans la vallée du Saint-Laurent, tout près de la Pocatière, Saint-Jean-Port-Joli. Et on avait ensuite décidé, évidemment, de poursuivre nos études au secondaire, parce que c'était quand même assez important pour mes parents qu'on ait une éducation. Oui. Et j'ai fait mes études secondaires et collégiales à La Pocatière, qui est une petite ville tout près de Saint-Roch-des-Aunais. Et ensuite, j'ai décidé de voler mes propres ailes et de partir pour le Nouveau-Brunswick. J'avais un amoureux qui s'en allait là-bas, alors je l'ai suivi là-bas. Et on est resté là-bas 5 ans. J'ai fait mes études universitaires à l'Université de Moncton. Ensuite, on est revenu au Canada, au Québec, dis-je, dans la région de Québec. Okay. Lui, il était psychologue et moi, j'avais commencé mes premiers pas à Radio-Canada à Moncton, mais c'est à Québec là, que j'ai poursuivi à Radio-Canada. J'ai commencé à la base, j'ai commencé comme recherchiste à la radio. Ensuite, j'ai évolué au sein de la Société Radio-Canada. J'y suis restée pendant 30 ans. Oui, c'est ça, j'ai vu. Mais donc, tu as commencé pendant que tu étais à l'université ou avant la graduation? Après, tu t'es graduée? Oui, à Radio-Canada. Je suis arrivée après mes études. J'avais commencé ma maîtrise à l'Université de Montréal, mais pendant l'été, j'étais retournée rejoindre mon conjoint là-bas. Et à Radio-Canada, j'avais sollicité un emploi. J'ai eu un tout petit contrat de 12 semaines. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. À la fin de l'été, on m'a proposé de poursuivre. Alors, je me suis dit, je vais faire encore une année, histoire d'avoir un peu d'argent, parce que quand on est étudiant, on vit pauvrement. Et là, j'ai décidé Finalement, j'ai adoré. J'ai aimé Radio-Canada. C'est une grande institution. Et j'étais très fière de travailler dans cette grande institution. Et j'ai continué. Ensuite, on est revenu au Québec, mon mari de l'époque et moi. On est revenu au Québec et là, j'ai continué à Radio-Canada à Québec. Et ça s'est enchaîné comme ça. Et qu'est-ce qui a fait
l'amour d'être journaliste, ou est-ce que c'est depuis ton jeune âge, tu as dit que je voulais être ça, ou les circonstances ont fait en sorte que tu t'es retrouvée dans ce domaine? À l'époque, les journalistes, c'était surtout des hommes. Il y avait très, très peu de femmes journalistes. Il y en avait peut-être une ou deux là, qui se démarquaient ou qui réussissaient à faire leur marque en journalisme. Moi, mais j'avais quand même un attrait pour les médias. On écoutait beaucoup la radio chez nous. Ma mère écoutait beaucoup, beaucoup Radio-Canada. Et pour elle, c'était la façon, parce que, comme je l'ai dit, on vient d'un milieu rural, alors c'était la façon pour elle de s'éduquer, de se documenter. Elle s'intéressait à beaucoup de choses. Elle écoutait Radio-Canada, qui était pour elle la référence. Et même à la télé, c'était interdit pour nous de regarder autre chose que Radio-Canada. Alors, j'avais comme une attirance pour les médias, pour la télévision. Et un jour, j'avais même gagné un prix. Il y avait une émission pour enfants, puis j'avais envoyé un dessin, puis j'avais gagné un prix. Et l'animatrice avait lu mon nom en ondes. Et écoute, j'étais... Oh, wow. Alors, valorisant. L'impact et la puissance des médias est né très jeune chez moi, mais je ne savais pas que j'allais être journaliste. J'ai étudié en sociologie. Et c'est en ayant ce premier contrat à Radio-Canada que j'ai commencé à me dire, je pense que j'aimerais être journaliste, aller plus loin. Puis j'avais une réalisatrice, Lise Laberge à l'époque, qui m'appuyait beaucoup dans cette démarche. Et elle me disait, tu es capable de faire plus, tu es capable d'aller plus loin, tu es capable d'aller dans le milieu journalistique. Alors j'ai commencé comme recherchiste, documentaliste. Puis après, j'ai frayé vers la salle des nouvelles. J'ai commencé aux nouvelles régionales. Alors, c'est comme ça que j'ai bifurqué vers la salle des nouvelles. Et est-ce que, tout ton cheminement à l'époque, sentais-tu la compétition entre... Parce qu'à l'époque, j'imagine les hommes et les femmes dans ce domaine. Oui. Est-ce que tu sentais cette pression-là? Beaucoup, beaucoup. On est évidemment, dans les années 70, il y a tout un mouvement ça avait commencé un peu avant, mais dans les années 70, le mouvement de libération des femmes était très, très fort. Et il fallait qu'on se batte beaucoup pour faire notre place dans le milieu. C'était pas facile. Il y avait des gens qui nous aidaient. Il y avait des hommes qui étaient plus ouverts que d'autres et qui pouvaient nous aider à faire notre chemin, mais c'était beaucoup plus difficile pour les femmes. Il y avait peu de femmes aussi en journalisme encore à l'époque. Et il y avait la distribution des sujets était souvent distribuée. Les collègues journalistes hommes avaient des meilleures affectations que les femmes. Les femmes devaient souvent se contenter d'affectations qui étaient plus dans des secteurs plus féminins. Mais on était on était quelques-unes à être vraiment déterminés à faire notre place. On labourait très, très fort le terrain. Il fallait qu'on avance, on était déterminés et on voulait et on croyait à l'avancement des femmes. L'année internationale de la femme, qui était en 75, avait donné à ma génération, à moi, vraiment l'impulsion. On avait du carburant en masse pour avancer, mais il fallait vraiment pousser très, très fort. Mais est-ce que c'est vous qui avez cette confiance en vous pour dire je continue, ou est-ce que vous avez eu à un moment donné une faiblesse ou dit mais bon, finalement je pense pas que je suis à la bonne place, c'est pas pour moi, c'est vraiment un milieu d'hommes? Absolument pas. En fait, j'avais pas confiance en moi parce que les femmes, c'est typique. On n'a pas confiance en nous, on pense qu'on n'est pas fait pour ça. Mais je savais que j'étais à la bonne place. Il y avait dans les équipes des hommes qui étaient de la même génération et qui croyaient à l'avancement des femmes. Alors, c'est évidemment, on établissait des complicités. Quand je suis arrivée à Montréal, ici à la salle des Nouvelles Radio à Montréal, j'ai eu un patron qui a été extraordinaire, qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Daniel Méguénis, qui croyait beaucoup, beaucoup à l'avancement des femmes. Alors, je me suis jamais dit je ne suis pas à la bonne place. Je savais que j'étais à la bonne place, je savais que je ferais ma carrière dans ce domaine-là et je savais aussi que ça serait difficile. Mais j'avais pas peur j'avais pas peur de foncer,
Mais on est toujours un peu, je dirais, on se pose souvent la question, est-ce que je vais être capable? Puis tu sais, on a, je sais pas, des fois le sentiment de l'imposteur un peu. C'est ça, je me demandais, plus on avance, on a tout, j'imagine, le syndrome hein, de l'imposteur, peu importe notre niveau, où est-ce qu'on est rendu. Moi, je pense que, des fois, je pense que c'est moi qui vis avec ça, mais je vois des fois des femmes qui sont rendues à une étape où on l'a encore, mais on avance quand même avec ça. Oui, on avance et on est aussi plus, je dirais, consciente aussi de l'importance d'approfondir les sujets, de travailler très fort. On est plus studieuse. On veut, parfois ça peut nous aider à maîtriser davantage les dossiers, mais parfois le temps que ça prend avant de prendre une décision, ça peut peut-être venir un peu. Mais il faut se trouver aussi il faut développer une complicité entre les femmes. On n'était pas très habitués à ça. Hein. Les femmes, les hommes sont habitués à établir de la complicité parce qu'ils jouent beaucoup dans des jeux. Je pense au hockey, par exemple, au soccer, des jeux d'équipe. Alors, les hommes sont plus habitués à jouer en équipe. Les femmes, on était moins habitués à l'époque à jouer en équipe. Il y avait de la compétition entre nous qui pouvait être parfois malsaine, mais il fallait vraiment se dire qu'on n'est pas là les unes contre les autres, mais on est là les unes avec les autres. Et on doit travailler ensemble. Et en tant que journaliste, vous avez à voyager, j'imagine que vous avez voyagé beaucoup, vous étiez correspondante aussi à Washington, et puis ça m'amène à penser, quand on est journaliste, puis on couvre beaucoup des nouvelles qui ne sont pas nécessairement agréables, puis vous étiez là à l'attentat en 2001, j'imagine. Mais qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez ce genre d'événement qui se passe, qui est triste, qui n'est pas très positif? Et est-ce que ça vous affecte en tant que personne, non en tant que journaliste, mais est-ce que ça reste en dedans? Lorsqu'on est dans le feu de l'action, il faut avoir une attitude un peu de détachement. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas, qu'on est complètement imperméable à ce qui arrive aux êtres humains, mais il faut avoir une attitude de détachement parce que notre but premier, c'est d'informer la population. Alors, on ne doit pas laisser aller nos émotions à chaque fois qu'on entend un témoignage plutôt difficile, c'est sûr qu'on le ressent en dedans, mais il faut être capable de garder une certaine distance par rapport à l'histoire que l'on couvre. Il faut être capable aussi de penser au téléspectateur qui va regarder le reportage et on doit lui livrer une information qui est pas sans émotion, mais qui est impartiale et qui rapporte l'événement. Avec le contexte aussi. Alors, on a un travail à faire qui est un travail professionnel. Et moi, je compare ça, c'est sûr qu'un journaliste ne sauve pas des vies, là, mais je peux comparer ça à quelqu'un dans une salle d'urgence qui voit arriver un accidenté. Bien, les professionnels autour de cette personne-là doivent se concentrer sur ce qu'ils ont à faire. Ce qu'ils ont à faire, c'est de sauver la personne, c'est de soigner la personne et c'est d'appliquer leur technique. Alors, en journalisme, c'est un peu ça. On ne sauve pas des vies, bien sûr, mais on a à regarder l'événement, analyser l'événement, livrer l'information. C'est notre premier objectif, livrer l'information aux téléspectateurs qui vont voir le reportage. J'étais, oui, comme vous l'avez dit, à Washington lors des attentats du 11 septembre. Ça se passait au départ à New York. Ensuite, il y a le Pentagone qui a été attaqué et il y a eu aussi l'avion qui s'est écrasé en Pennsylvanie qui venait vers le Capitole. Alors, Washington était en état d'alerte totale. La ville se vidait. Totalement. Et je pense que on n'avait pas le droit de se laisser aller à nos émotions. C'était de faire le travail, être là, rapporter ce qui se passait. C'était ça. Puis une fois c'est fini, puis Christine rentre chez elle. Qu'est-ce qui se passe? Là, on n'est plus dans les nouvelles. Vous avez couvert tout ça d'une façon très professionnelle et impartiale, mais là, vous rentrez chez vous. Est-ce que ça...
On entrait assez exténué. Moi, j'étais là-bas depuis 2 semaines seulement. Je venais d'emménager. Mes boîtes étaient à peine ouvertes là, quand c'est arrivé. Et même les premiers soirs, on couchait à l'hôtel parce que j'habitais à l'extérieur de Washington. J'habitais à Arlington et c'était très, très difficile d'avoir des taxis tard le soir pour retourner à la maison. Alors, les premiers soirs, je couchais à l'hôtel et c'est un sentiment de vide, bien sûr. Vous êtes exténué par votre journée. Et là, vous vous laissez un peu aller. Je me souviens que le premier soir, lorsque j'ai quitté de Radio-Canada vers l'hôtel, il était tard, je pense qu'il était 1 heure du matin. Et je me dirigeais vers mon hôtel, puis j'ai croisé un militaire parce que les militaires sont venus évidemment à Washington pour protéger la ville. Et il y avait un véhicule, un mini char d'assaut, là, je me souviens, sur le coin de la rue. J'ai croisé un militaire, puis j'ai dit ça a été une triste journée, hein, puis on s'est comme un peu échangé de façon très brièvement. On a un petit peu échangé pour avoir un petit peu d'humanité. Mais puis en plus, mon mari ne pouvait pas venir vivre avec moi à Washington, il avait sa carrière ici. Alors j'étais seule, complètement seule. Celles qui rentraient à la maison et qui avaient leur conjoint pouvaient aller chercher du réconfort. Dans mon cas, c'était pas le cas. Vous avez le téléphone à la maison. Oui. C'est difficile de vivre ça toute seule. Oui. Ouais. Maintenant, du journalisme, il y a eu un transfert en fait pas un transfert, mais un changement de carrière vers la politique. Donc là, vous êtes élu, il faut me corriger si je me trompe, député de la circonscription de l'Acadie, ensuite ministre de la Culture, des Communications, de la Condition féminine, ministre responsable aussi de la Charte de la langue française. Oui. Ça, c'était sous M. Charest. Oui. En 2007. Je suis entrée en politique en 2007. De 2007 à 2012, j'étais sous le gouvernement de M. Charest. Alors, j'étais dans son cabinet. Vous avez bien décliné les responsabilités que j'avais. Et en 2012, on a perdu les élections. Madame Marois est devenue première ministre, mais elle avait un gouvernement minoritaire. Alors, elle est retournée en élection en 2014, 18 mois après. Et là, on a repris le pouvoir sous M. Philippe Couillard. Et là, j'ai été ministre des Relations internationales et de la francophonie. Alors, et en 2018, on a perdu le pouvoir encore. Et j'ai quitté la politique en 2022. On est retourné dans l'opposition. Alors, après 15 ans, j'ai eu un moment de 15 ans de politique. J'avais eu 30 ans en journalisme. Puis là, j'avais commencé une autre carrière qui s'est déroulée pendant 15 ans. Puis qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé du journalisme à la politique? Est-ce que ça s'est fait graduellement ou vous avez vraiment pris... J'avais fait pas mal le tour du jardin en journalisme. J'avais fait Washington, bien sûr, ça c'était dans les dernières années. J'avais été correspondante à la colline parlementaire à Québec, correspondante à la colline parlementaire à Ottawa. J'avais beaucoup couvert l'action politique, la scène politique. Et lorsque l'équipe de M. Charest m'a approché pour me joindre à elle, bien, c'est un homme, M. Charest, que j'admirais énormément. Et je pense que c'est aussi ce qui nous motive à se lancer en politique. C'est ce que le chef incarne comme valeur et des valeurs que je partage toujours. Alors, je me suis jointe à son équipe, puis ça a été, j'avais fait le tour du jardin à Radio-Canada, puis j'avais le goût de contribuer autrement à la société. Je contribuais d'une façon, c'est-à-dire l'information, c'est important dans une société libre et démocratique. Mais là, je voulais contribuer autrement, c'est-à-dire me consacrer à des projets de loi, consacrer à l'avancement de causes, l'avancement. Et lorsqu'il m'a confié le ministère de la Culture, j'étais très heureuse. C'est un domaine que j'aimais beaucoup. Conditions féminines, j'étais encore plus heureuse parce que là, j'avais l'expérience vécue de ce que ça veut dire d'avancer dans la vie. Et j'ai eu la responsabilité de l'application de la Charte de la langue française aussi, qui était un dossier assez difficile, je dirais, mais qui me plaisait beaucoup aussi, c'est pas facile ce dossier-là parce que nous sommes très minoritaires en Amérique du Nord, 2% en Amérique du Nord sont des locuteurs francophones, alors il faut être très vigilant, puis il faut se battre toujours pour protéger notre langue, alors
c'était ça mes responsabilités. Puis ça a passé très vite. Aujourd'hui, quand je fais le recul, je me dis, Oui, oh, ouais, ça passe vite. Une vie, ça passe vite. Mais est-ce que vous voyez que ça a changé quand vous étiez responsable de la charte de la langue française depuis jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce qu'on peut dire qu'on avance ou on recule par rapport à la langue? Des gens vont voir le verre à moitié vide, d'autres vont voir le verre à moitié plein. Il y a toujours des enjeux, il y a toujours des défis, parce que l'attraction de l'anglais est là. On ne peut pas ignorer que bien des choses se passent en anglais, non seulement en Amérique du Nord, mais à travers le monde. Mais l'important, c'est de transmettre cet amour de la langue française. Et comment transmettre? C'est pas en tapant sur l'immigrant, à mon avis. C'est pas en reprochant à l'immigrant de ne pas s'intégrer puis de lui dire qu'il ne veut pas apprendre la langue. C'est en l'accompagnant, mais de façon ludique. Et ça, moi, j'y crois énormément. Si on fait aimer notre langue et qu'on comprend aussi l'histoire du Québec, moi, je pense qu'on devrait enseigner davantage l'histoire du Québec et faire aimer la langue par des moyens plus ludiques que de menacer ou de dire si dans 6 mois, vous ne savez pas parler français, bien, on va cesser de communiquer avec vous. Moi, je ne suis pas de cette école de pensée-là. Maintenant, est-ce que la situation a progressé? Moi, je pense qu'elle a progressé dans un certain sens. Quand la loi 101 est arrivée, qui oblige les immigrants à envoyer leurs enfants à l'école française, bien, on a des milliers, des dizaines de milliers d'enfants qui sont aujourd'hui des adultes qui ont étudié en français. S'il n'y avait pas eu cette loi-là, ben, les enfants auraient probablement fréquenté l'école anglaise et n'auraient pas de connaissance du français. Alors ça, moi, je pense que c'est une évolution. L'affichage, oui, à l'affichage à l'extérieur des magasins, il faut qu'il y ait une prédominance du français avec peut-être une autre langue, mais il y a quand même une prédominance du français. Mais on voit quand même des entreprises très québécoises qui vont utiliser un terme en anglais pour être plus attractifs, pour avoir plus de force d'attraction, pour être capable d'aller sur les marchés étrangers. Alors, il y a évidemment une force d'attraction du côté de l'anglais qu'on ne peut pas nier. Oui. Mais je pense que le français doit être aimé. Et ce français-là, c'est notre français en Amérique du Nord. On parle français, on est fiers de le parler, puis il faut transmettre cette fierté-là. J'entends des fois des gens dire reprocher aux immigrants de ne pas parler français. Moi, ça me blesse beaucoup pour eux parce que j'ai été députée dans un comté où j'ai vu des gens qui sont extraordinaires, qui sont très fiers de voir que leurs enfants vont parler 2, 3 langues, peut-être 4, et qui vont maîtriser le français. J'ai vu des parents excessivement fiers de leurs enfants quand j'ai été députée. Malheureusement, il y a de la désinformation qui se fait à l'extérieur de la ville de Montréal, et ça, c'est malheureux. Parce qu'on fait peur aux gens, puis on leur dit, bien, vous savez, ils ne veulent pas s'intégrer, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas respecter nos valeurs. Quand on envoie ces messages-là, bien, on se fait tort à nous-mêmes comme société québécoise. Donc, c'est là la désinformation dont on parle. Oui, et aussi la qualité du français. J'entendais hier à la radio la vice-première ministre qui a un excellent français, mais qui change de niveau de langage dépendamment de l'auditoire. Alors, hier, il y avait des T, des CHU là, des bains. Je me dis, si vous voulez avoir la fierté de la langue française en tant que ministre, dans un gouvernement, la moindre des choses, c'est de vous exprimer correctement quand vous êtes sur des ondes de radio. Et les gens sont pas bêtes, là. C'est pas bien s'exprimer, c'est pas être hautain, c'est pas être quelqu'un qui regarde les gens de haut, c'est être fier de bien parler notre langue. Tout à fait.
J'ai critiqué récemment le ministre de l'Éducation pour avoir dit le mot qu'il ne voulait pas dans une entrevue. Il annonçait que l'ouverture des maternelles 4 ans allait être reportée, c'est-à-dire que l'échéancier pour avoir le compte complet des maternelles 4 ans allait être reporté. Puis il dit, ben, je ne veux pas bullshiter les gens. Et il aurait très bien pu dire, je ne veux pas vous raconter des histoires, je ne vous raconterai pas d'histoires, je regarde ce qui se passe, puis on ne sera pas capable, le gouvernement, de vous le livrer dans les échéanciers qui avaient été déterminés à l'avance. Les gens auraient très bien compris ce qu'il avait à dire sans utiliser ces termes-là. Alors moi, je suis peut-être de la vieille école, mais je pense qu'il faut... C'est un respect aussi des auditeurs. Il y avait à Québec un animateur de radio qui était très polarisant, très polarisant, qui avait des idées, des fois, qui faisait lever hérisser les cheveux. Il est décédé récemment, puis il a fait une longue carrière à la radio. C'était un homme très populiste, mais la qualité de son français était impeccable. Wow. Et moi, je me suis toujours dit, on peut parler à des gens dans un excellent français, puis ils vont très bien comprendre ce qu'on veut dire, sans être obligé de descendre trop bas. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il y a des ressources que vous auriez aimé avoir quand vous étiez journaliste au Polexin pour avancer? C'est une excellente question. Je pense que ce qui aurait peut-être aidé davantage, c'est d'avoir peut-être du coaching, de la formation. On avait un peu de formation continue, mais c'était pas assez poussé, à mon avis. Je pense que ça aurait été peut-être utile, mais est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Moi, personnellement, je dirais que oui. Okay. Est-ce que je les ai atteints plus tard? Ce que je remarque aujourd'hui, c'est que des jeunes femmes professionnelles vont probablement avancer plus rapidement que moi, que les femmes de ma génération. C'était, je pense, il faudrait peut-être faire une analyse sociologique, là, je le dis juste à cause de mon expérience, mon pif, mais il faut moins de temps aujourd'hui pour une femme pour accéder à des postes importants que ce n'était à mon époque. Pour une grande majorité des femmes. Il y en avait qui montaient, là. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais il y en avait qui montaient. Mais c'était plus laborieux, c'était plus long. Il fallait faire plus d'épreuves. Il fallait avoir le sentiment que ah là, j'ai accompli telle tâche, j'ai fait telle chose, j'ai rempli tel objectif, je devrais avoir accès à tel... On le voyait plus comme une récompense. Alors que maintenant, c'est un plan de carrière, c'est, je pense, beaucoup plus cartésien. Mais là, je m'égare peut-être, là, mais avoir des ressources, je me dis, ben, c'est drôle parce que cette semaine, j'ai vu une jeune professionnelle qui offrait des cours pour sur l'art oratoire. Puis je me disais, ah, moi, il y a quelques années, j'aurais pris ce cours-là. Ouais. Puis ça m'aurait probablement aidé parce que parler en public, c'est pas évident pour moi. Les gens pensent que c'est évident. C'est pas évident parce que j'ai fait plus de carrière à la radio, à la télévision. On a parlé devant le micro, parler devant le public. C'est pas toujours la même chose. Non. Mais j'ai fait une entrevue avec une propriétaire d'un restaurant, les Enfants Terribles. Oui, elle est bien, cette dame. Oui, et elle m'avait dit justement qu'elle trouve maintenant que les jeunes ou les gens qui partent en affaires réussissent beaucoup plus que quand elle a commencé il y a quelques années, elle a dû bûcher vraiment. Oui, moi je crois beaucoup au mentorat, puis le mentorat se développe beaucoup. Et ça, quand j'étais ministre de la Condition féminine, on avait développé des programmes de mentorat. Et ça, c'est essentiel. Avoir quelqu'un à qui tu peux parler, puis dire, je rencontre telle difficulté, qu'est-ce que tu en penses? Comment pourrais-je contourner la difficulté? Ou je m'en vais passer mon entrevue d'emploi, mon entrevue pour tel poste. Peux-tu m'aider? Peux-tu me donner un peu de conseils? On n'avait pas de mentor. Et moi, je crois énormément au mentorat. Je crois aussi au fait que des femmes doivent aider d'autres femmes. Tout le long de ma carrière, moi, en journalisme, parce que j'avais pas je donnais pas j'avais pas à donner d'emploi, c'était quand même Radio-Canada qui donnait des emplois. Quand je suis devenue
ministre de la condition féminine, et quand je suis devenue ministre tout court, ministre, j'ai toujours voulu qu'on privilégie des femmes. J'avais des hommes aussi dans mes cabinets qui étaient extraordinaires, exceptionnels, mais je poussais pour l'avancement. J'avais dans mon équipe des jeunes femmes que je voyais très talentueuses. Je les poussais. Je les disais, va à telle place, va faire telle démarche. Et je les donnais en référence aussi. Je me souviens très bien d'une jeune qui était fraîchement sortie de l'école, qui travaillait dans mon cabinet, elle était aux communications avec moi. Elle était vraiment, vraiment exceptionnelle. Et elle avait quitté pour aller travailler à Paris. Et là, je savais qu'elle était malheureuse là-bas. Et un ministre au gouvernement fédéral m'a demandé une référence. Il m'a dit, aurais-tu quelqu'un dans ton équipe qui cherche peut-être à travailler au niveau fédéral, parfaitement bilingue et qui a du talent et tout ça? Puis je lui ai dit, ben oui, j'ai un nom pour toi. Alors je lui ai donné le nom. Elle a été approchée. Elle est allée travailler pour ce ministre-là, puis aujourd'hui, elle fait une carrière exceptionnelle. Alors, j'ai voulu aussi ouvrir je dirais que j'ai ouvert des chemins. Une autre aussi, qui était une jeune avocate très, très talentueuse, qui voulait travailler sur des dossiers internationaux, mais au niveau fédéral. J'ai vraiment encouragé à ce qu'elle y aille, parce que pour elle, il y avait là-dedans une possibilité d'avancer dans des dossiers qui l'intéressaient davantage. Alors, ça, c'est important. Je pense que toutes les femmes professionnelles devraient faire ça. C'est-à-dire aider celles qui poussent. Mais une fois qu'on leur a ouvert la porte, c'est à elles là, de faire leur preuve. Il ne faut pas leur tenir la main jusqu'au bout. C'est à elles de faire leur preuve. Mais ouvrir des portes, donner des références, dire, regarde, as-tu vu telle chose, peut-être que ce serait bon pour toi. Ça, c'est des bons trucs pour des femmes. C'est vrai pour des femmes parce qu'on n'a pas cette... on ne s'entraide pas, on dirait des fois, on va essayer de pas nuire à l'autre, mais ou bien on va s'écarter, ou bien on ne va pas donner ce qu'on pense. Je ne dis pas que j'étais blanche comme neige, j'ai des défauts aussi, pas juste des qualités, j'ai beaucoup de défauts. Puis, oui, c'est quoi les défauts de quel type? J'étais un petit peu colérique, j'étais un petit peu soupe au lait. Parfois, ça me nuit. Ça, il a fallu que je travaille bien fort là-dessus. Mais il faut s'entraider entre nous. Sinon, on n'y arrivera pas. Puis j'ai vu cette semaine aux Nations Unies, cette grande rencontre des femmes de partout dans le monde, aux Nations Unies, pour l'avancement de la cause des femmes. Et elles partagent entre elles, elles échangent sur les bonnes pratiques. C'est absolument formidable. Et le thème aux Nations Unies, c'est sur la question des nouvelles technologies, puis de l'intimidation, la cyber-intimidation, et comment développer l'avancement des femmes dans le numérique. Et ça, c'est formidable, c'est fondamental. Puis, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de cyber-intimidation. J'ai prononcé d'ailleurs une conférence. Je pense que vous êtes impliqué aussi dans ça. Oui, dans le cadre d'une campagne, dans le cadre d'une conférence pré-ONU qui s'est tenue, en fait, elle a été organisée à Montréal, mais elle était virtuelle. Et j'ai aussi donné des entrevues là-dessus. Hier, j'ai prononcé une conférence là-dessus sur sur le cyberharcèlement. Parce que des femmes qui sont dans le domaine public sont plus harcelées que d'autres. On pense aux comédiens, aux comédiennes, les hommes aussi, hein, en passant la diversité, les racisés, mais les femmes sont vraiment plus victimes que d'autres dans le domaine de la politique, dans le domaine du journalisme, dans le domaine des arts. Lorsque vous êtes exposé sur la place publique et que vous êtes présente sur les médias sociaux, c'est incontournable que vous allez vous faire agresser. C'est sûr. Oui, c'est ça. C'est vraiment dans le continuum de la violence faite aux femmes. On veut les remettre à leur place. On veut les dénigrer. Ceux qui font ça minimisent, normalisent ce qu'ils font. Ils sont cachés derrière leur écran anonyme. Puis là, ils attaquent. Alors ça, il faut contrer ça. Il y a beaucoup de recherches qui se font là-dessus, mais il faut que ça en fasse davantage, à mon avis. Et au niveau personnel, un peu,
Christine prend ses décisions? J'ai tendance à prendre des décisions assez rapidement, mais en vieillissant, je journalise davantage. Mais je suis très intuitive. Okay. Ça, c'est quelque chose que j'ai développé quand j'étais journaliste. L'intuition se développe quand vous êtes journaliste de terrain et que vous allez dans un endroit, votre intuition va vous guider beaucoup. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais votre intuition va vous amener vers les personnes qui vont alimenter votre histoire. Et moi, ça m'intrigue, ça. Je ne suis pas capable de suivre mon intuition. Alors, quand on dit écoute ton intuition, bien moi je suis très très intuitive. Mais par contre, parfois je suis un petit peu trop, je dirais, je veux que ça aille vite, je veux que ça débouche, je veux que ça débloque. Et là, je vais peut-être faire des erreurs à cause de ça parce que je vais avoir réagi trop vite. Et je vais avoir peut-être blessé aussi des gens pour pas avoir réfléchi davantage. Alors, ça, c'est des... Quand on parlait de défauts tantôt, ça en est un petit défaut. Et comment vous passez votre temps? À part, je sais que vous faites des chroniques, que vous faites des conférences et tout ça, mais pendant la journée, est-ce que vous lisez? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que c'est quoi vous faites? Quels sont oui, je lis énormément. Je lis beaucoup plus qu'avant. Quelle sorte de lecture? Je lis, d'abord, je suis une accro de l'information. Oui, alors, je lis beaucoup, beaucoup. Et j'ai lu, évidemment, ça fait partie de ma formation. Alors, pour moi, l'exercice, qui n'est même pas un exercice imposé, l'exercice naturel le matin, c'est de lire lire les journaux. Et je suis abonnée à un site qui s'appelle Press Reader. Oui, vous avez des journaux de partout dans le monde et ça, c'est un site extraordinaire. Alors, je suis abonnée à cela. La presse, le Devoir, le Journal de Montréal, le Globe and Mail, le National Post, le Gazette, ça, tout ça, là, le matin, je lis ça. Alors, c'est... Ça va combien de temps? Je peux lire pendant une bonne heure. Une bonne heure. Je vais lire, je ne lirai pas d'un couvert à l'autre, mais, je vais lire beaucoup de choses. Je collabore au magazine web L'Actualité, qui est un magazine papier, mais aussi un magazine web, depuis peu, ça fait 2 mois. J'ai fait ma 4e collaboration hier. Et j'aime beaucoup cela parce que pour, évidemment, écrire mon article, il faut que je me documente. Alors, je pousse mes recherches, je vais lire beaucoup sur le sujet sur lequel je veux m'exprimer parce que je veux être vraiment appuyée sur des éléments très factuels. Donc, ça m'amène à vraiment intellectuellement être très active. Puis, je vais lire, pour me détendre, je vais lire des romans, bien sûr, comme là, je suis en train de lire le dernier prix Goncourt, Vivre vite, qui est très, très bon. Et je lis beaucoup. J'aime aller de temps en temps au cinéma. On regarde aussi, mon mari et moi, le soir, on regarde Netflix, bien sûr. Puis là, on a trouvé un nouveau, le BritBox. On est un petit peu accroché sur des séries, mais ça, c'est pour être ensemble le soir. Oui. Ouais. Le soir, je vais lire avant de me coucher, avant de m'endormir aussi. Je vais lire une petite demi-heure. Okay. Comment vous réagissez face à l'adversité? Alors, comment vous faites pour être résiliente après un problème qui arrive pour se relever? Comment vous faites? Je suis une personne qui vit beaucoup d'angoisse. L'angoisse, c'est très, très présente chez moi. Alors, l'activité physique m'aide. Je vais d'ailleurs, depuis que je suis à la retraite, je fais 3 jours d'activité. 3 matins, je vais au gym. 3 matins par semaine. Je vais au gym ici, je fais de la musculation, puis je fais de la marche. Okay. Et je fais de la marche aussi. J'aime beaucoup. Ma principale activité physique, c'est marcher. Cet hiver, quand il faisait très froid, j'aimais beaucoup plus marcher au gym que dehors. Mais là, le beau temps s'en vient. Donc, j'essaie de diminuer mon stress par l'activité physique. Okay. Mais ça aussi, c'est pas facile parce que la vie quand j'étais en politique, c'est encore plus stressant qu'être en journalisme.
En journaliste, vous préparez votre reportage. Moi, j'étais aux nouvelles, vous préparez votre reportage. Il y a des gens qui vont regarder ce que vous avez fait. S'il y a une correction à faire, vous faites la correction. Ensuite, ça s'en va au téléjournal. Et à la fin de la journée, vous êtes satisfaite. Parfois, le reportage n'est pas vraiment ce que vous auriez aimé faire parce que vous auriez peut-être voulu avoir des informations que vous n'avez pas réussi à avoir à temps, mais il n'y a personne qui vous blâme. En politique, bien, vous êtes constamment sous les feux de sur les feux de la rampe et vous êtes très souvent critiqué. Parfois, vous vous trompez et là, c'est le déluge de critiques. Et c'est très, 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 très stressant. Alors, il faut trouver des moments en politique pour soi. Il faut être capable de prendre du recul. Il faut aller chercher aussi des conseils ailleurs que dans la bulle politique. Parce que la bulle politique va parfois être des gens qui vont vous flatter et qui vont vous dire... Bon. Ils ne vont pas dire ce que vous voulez entendre. Il y en a qui vont le faire. Moi, j'avais des gens dans mon équipe, puis c'est important aussi d'avoir l'équipe c'est serré. Et il va y avoir des gens dans votre équipe qui vont vous dire, ben là, si tu fais ça, tu vas trébucher. Mais il y a des gens aussi qui n'oseront pas aller là parce qu'ils pensent que parce que tu es ministre, ben, il ne faut pas aller dire la mauvaise affaire. Au contraire, il faut le dire, il faut mettre en garde. Mais c'est très, 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 très stressant. On les voit, on voit des politiciennes qui ont l'air vraiment sur d'eux, sur d'elles. Mais moi, je le sais que quand ils sont sortis du studio de télévision, quand ils sont sortis de la période des questions, le cerveau travaille, puis ils cherchent des solutions, puis ils n'ont pas tout le contrôle non plus. Puis des fois, la gaffe, c'est pas eux qui l'ont fait, mais ils sont imputables. C'est pas lui ou elle qui a fait la gaffe. Une politique qui est critiquée ou une politique qui tourne mal, par exemple, ce qui se passe à la Société d'assurance automobile du Québec, ben, le politicien, les ministres qui sont en charge de ce dossier-là, c'est pas eux qui ont mis tout le système en marche. Mais nous, comme citoyens, on pense que c'est eux. Mais ils sont imputables. Oui. Et s'ils n'ont pas posé les bonnes questions en amont, ils doivent se dire, j'ai pas posé les bonnes questions en amont. Mais à un moment donné, il faut se dire, bon, OK, le dégât est fait, comment on répare le dégât? C'est ça la résilience. Oui. Et en terminant, cette entrevue est tellement enrichissante. Merci, ça me fait plaisir. C'est sûr qu'on peut continuer, mais les entrevues, c'est en 30 minutes. Est-ce qu'il y a un conseil que vous pouvez donner aux femmes qui veulent faire le métier que vous avez fait, ou tout simplement veulent avancer, mais qu'elles reculent, qu'elles n'osent pas, qu'elles ne sont pas sûres, c'est pour elles, c'est pas pour elles? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pour les aider à pousser quand même, peu importe, même avec le syndrome de l'imposteur? C'est la question de se lancer en politique. Je pense que ce qui est important, c'est d'aller... il y a des groupes maintenant, il y a un groupe qui s'appelle, excusez-moi, Femmes, Politique et Démocratie. Il y a un groupe qui s'appelle Femmes, Politique et Démocratie qui donne la formation. Alors, c'est d'aller chercher, si on a le goût de se lancer en politique, puis on se dit, ben, je pense que j'aimerais ça, mais j'ai des craintes. Et ils donnent des formations qui sont vraiment intéressantes. Il y a aussi s'impliquer, être en politique, ça peut être, oui, être candidate, être conseiller, conseillère, député, mais ça peut être aussi être dans le giron du politique. Ça peut être intéressant. Puis après ça nous amène à pouvoir se présenter et dire, ben là, je suis prête, je vais y aller. Le conseil que je donnerais, c'est écoutez-vous. Oui, bien sûr, il faut vaincre ses peurs, mais il faut s'écouter. Puis, se lancer en politique, c'est une décision qui est très, très, très difficile. Et si vous avez des gens dans votre entourage, des enfants, conjointes, il faut que cette personne-là soit partie prenante de votre décision. Parce que quand ça va aller mal, les seules personnes qui vont encore vous dire « je vous aime, je t'aime », ce sont vos enfants, puis et ça va être très dur aussi pour eux et pour elles. Parce que quand ils vont voir les reportages à la télévision, à la radio, lire les journaux, puis que vous êtes critiqués, ils ont mal, eux autres, pour vous. C'est ça. Alors, je dirais, entourez-vous bien. Mais merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Merci. Puis, vous êtes la bienvenue n'importe quand dans notre domaine. Merci. Merci.